Mon père a refusé de m'accompagner à l'hôtel le jour de mon mariage. Je ne t'accompagnerai pas à cet hôtel, a-t-il lâché. Tu ne ressembles pas à mon enfant. Apporte-moi une preuve ADN, ensuite je le croirai peut-être. J'ai passé le test, déterminé à lui prouver qu'il avait tort. Mais quand les résultats sont arrivés, accompagnés des aveux d'une infirmière datant d'Y années, mon père s'est effondré. Il m'a regardé sous le choc et a balbutié, non. Pourquoi? Pourquoi cela arriverait-il? Mon nom est Harper Reed et j'ai 29 ans. 3 semaines avant mon mariage, mon père m'a regardé de l'autre côté de la table à manger, a fait glisser un formulaire de consentement ADN plié vers mon assiette, et a dit qu'il préférerait laisser un espace vide à côté de moi plutôt que d'accompagner la fille d'une liaison à l'hôtel. La pièce est devenue silencieuse si vite que j'ai pu entendre ma mère cesser de respirer. Ma robe de mariée était déjà suspendue dans le placard de la chambre d'amis. Les invitations avaient déjà été envoyées. La famille de mon fiancé avait déjà réservé ses vols, mais mon père ne se souciait de rien de tout cela. Il a pointé du doigt mes cheveux roux, mes yeux gris verts, et le visage qu'il n'avait jamais accepté, puis a dit, « Apporte-moi une preuve, ou ne t'attends pas à ce que je me tienne à côté de toi à l'église. » Pendant une seconde, tout le monde a attendu que je pleure. Je ne l'ai pas fait. J'ai regardé l'homme qui avait passé toute ma vie à me traiter comme la preuve d'un crime que ma mère jurait n'avoir jamais commis et j'ai dit, « Très bien, je vais passer ton test. » Mais quand les résultats sont revenus, ils ne lui ont pas donné la victoire qu'il attendait. Ils ont ouvert une porte dont personne dans notre famille ne soupçonnait l'existence. Et quand une vieille infirmière a finalement avoué ce qui s'était passé la nuit de ma naissance, mon père s'est effondré devant tous ceux qui avaient toujours cru à ses mensonges. Il a fixé les papiers, puis la femme debout à côté de moi, et a murmuré, « Non, pourquoi? Pourquoi cela arriverait-il? » Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi d'où vous regardez et quel temps il fait là où vous êtes. Je veux juste savoir jusqu'où cette histoire peut voyager. Et si vous avez déjà vu la vérité arriver trop tard, restez avec moi car celle-ci a changé de famille pour toujours. Le nom de mon père était Calvin Reed et à Scottsdale, en Arizona, les gens le connaissaient comme l'homme qui pouvait vendre une voiture de luxe à n'importe qui ayant un pouls et une cote de crédit. Il possédait 3 concessions, sponsorisait des tournois de golf caritatifs, serrait la main des responsables de la ville et souriait sur les photos de journaux comme un homme qui avait construit la vie américaine parfaite à force de discipline, d'ambition et de valeurs familiales propres. C'était l'image qu'il vendait au monde. À l'intérieur de notre maison, la perfection avait un prix, et ma mère le payait chaque jour. Son nom était Marisol Reed, et avant le mariage, elle avait été professeure d'art avec des écharpes aux couleurs vives, de la peinture sous les ongles et un rire qui remplissait les pièces. Au moment où j'ai été assez grande pour le remarquer, ce rire était devenu quelque chose qu'elle gardait pour les autres. Autour de mon père, elle bougeait prudemment, parlait prudemment et s'excusait pour des choses qui n'étaient pas de sa faute. Mon frère aîné, Brox, ressemblait exactement au portrait de la famille Reed que mon père gardait dans son bureau. Cheveux bruns, yeux marrons, mâchoire carrée, sourire confiant. Il était le fils que mon père comprenait, le fils qu'il entraînait, félicitait, emmenait aux enchères, et plus tard intégrait dans l'entreprise familiale comme si cela lui avait toujours été promis. Je suis né avec des cheveux roux cuivrés, une peau pâle et des yeux gris verts. Et dès que j'ai pu comprendre le langage, mon père s'est assuré que je comprenne que ces traits n'étaient pas des preuves bienvenues. Aucun Reed ne ressemble à cela, disait-il chaque fois que des proches me complimentaient. Parfois, il le disait comme une blague. Parfois, il le disait comme un verdict. Quand j'avais 8 ans, je l'ai entendu demander à ma mère si elle avait l'erreur rousse de quelqu'un d'autre assise à sa table de petit déjeuner. Quand j'avais 12 ans, il a refusé de signer mon formulaire d'autorisation pour un camp scientifique parce qu'il disait avoir fini d'investir dans les mystères. Quand j'avais 16 ans, il a acheté à Brock son premier camion et m'a dit que mon vrai père pourrait m'acheter le mien. Je me tenais dans l'allée en faisant semblant de ne pas m'en soucier pendant que Brox détournait le regard parce que même lui savait que c'était cruel. Quand je suis entré à l'université pour étudier la comptabilité médico-légale, mon père a ri et a dit que les chiffres m'apprendraient peut-être enfin la valeur de la preuve. Ensuite, il a refusé de payer un seul dollar de frais de scolarité. L'appartement, les manuels scolaires, la carte d'essence et l'argent de poche de Brox étaient couverts. J'ai contracté des prêts, fait des gardes de nuit à la réception d'un hôtel et étudié la fraude financière entre les enregistrements. Le pire n'était pas ce que mon père me faisait. C'était ce qu'il faisait à ma mère. Chaque désaccord devenait un nouveau procès où elle était l'accusée et j'étais la preuve.
Si le dîner était en retard, il parlait de mes cheveux. Si elle remettait en question un débit sur la carte de crédit, il demandait si elle s'était remise en question il y a 29 ans. Ma mère le niait à chaque fois, mais le déni n'avait pas d'importance pour lui car la suspicion était devenue sa vérité préférée. Une fois, après une dispute brutale, elle est partie pendant 2 semaines et est restée chez ma grand-mère June parce qu'elle disait qu'elle pouvait à peine respirer dans cette maison. Je me souviens avoir trouvé son alliance sur le comptoir de la salle de bain et avoir pensé qu'elle pourrait ne jamais revenir. Mais elle l'a fait. Elle revenait toujours. Non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle croyait que partir lui donnerait raison aux yeux des personnes qui doutaient déjà d'elle. Cette nuit-là, après le formulaire ADN, je suis rentré chez mon fiancé, Noah Bennett, un ingénieur en sécurité incendie qui croyait que les problèmes pouvaient être résolus si les gens disaient la vérité avant que tout ne brûle. Noah était à notre table de cuisine en train d'examiner des plans de construction quand je suis entré. Il a jeté un regard à mon visage et a fermé son ordinateur portable. Je lui ai tout raconté. Le formulaire plié, les mots « la fille d'une liaison ». Le refus de m'accompagner à l'hôtel. La façon dont ma mère avait l'air d'avoir été giflée sans que personne ne la touche. Noah a écouté sans m'interrompre, mais à la fin, sa mâchoire était contractée. « Harper, a-t-il dit, tu ne lui dois pas de preuves pour mériter d'être aimé. »« Je sais, lui ai-je répondu, mais je ne fais pas cela pour son amour. Je le fais pour la liberté de ma mère. » Mon père avait lui-même signé le formulaire de consentement, pensant m'avoir coincé. Il n'avait aucune idée qu'il venait de me donner la permission d'ouvrir la seule porte qu'il aurait dû laisser fermée. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à ma mère pendant que mon père était au travail. Elle m'a donné son échantillon d'ADN avec des mains tremblantes et des yeux remplis de peur. Mais sa voix était assurée lorsqu'elle a dit, « Peu importe ce que cela dit, tu es ma fille. Rien ne change cela. » Je l'ai cru. Je ne savais juste pas à quel point elle avait douloureusement raison. Avant que les résultats ne reviennent, mon père a décidé de célébrer son 61e anniversaire dans un restaurant sur le toit au centre-ville de Phoenix, le genre d'endroit où la carte des vins était plus longue que le menu, et où les serveurs l'appelaient par son nom. Le restaurant avait des murs de verre, les lumières de la ville, et une salle privée que mon père a choisie parce qu'il aimait que les gens le voient être célébré. 40 parents se sont présentés avec quelques amis en affaires qui le traitaient comme une royauté locale. Il était assis au centre de la table dans un costume bleu marine, riant trop fort, portant la montre chère qu'il tapotait toujours quand quelqu'un lui faisait perdre son temps. Ma mère était assise à côté de lui avec un doux sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle avait choisi une robe de couleur crème et des boucles d'oreilles en perles, essayant de paraître calme pour tout le monde. Brox était de l'autre côté de mon père, loyal comme toujours, riant à chaque blague, même quand son visage avait l'air fatigué. Je suis arrivé avec Noah et me suis promise de rester calme pendant 2 heures. Noah a serré ma main sous la table et a murmuré que nous pouvions partir à tout moment. J'ai dit que j'allais bien. C'était le mensonge que les femmes de ma famille apprenaient à dire avant d'apprendre autre chose. Pendant la première partie du dîner, mon père a joué l'hôte généreux. Il a félicité Brox pour l'augmentation des ventes à la concession. Il a félicité un cousin pour l'achat d'une maison. Il s'est félicité lui-même pour avoir mieux vieilli que la plupart des hommes de son âge. Tout le monde a ri parce que les gens comme mon père entraînent les salles à rire quand ils sont censés le faire. Puis le dessert est arrivé et il s'est levé avec une coupe de champagne. Il a commencé un discours sur l'héritage. Il a parlé du non-ride, de la discipline ride, des standards ride, du sans ride. À chaque phrase, mon estomac se nouait. Je savais où il voulait en venir avant même qu'il ne me regarde. Bien sûr, tout le monde à cette table ne comprend pas ce que le sang signifie vraiment, a-t-il dit. Les rires se sont éteints avant d'avoir commencé. Ma mère a murmuré son nom, mais il a levé une main pour la faire taire. Il m'a regardé droit dans les yeux et a souri comme s'il avait attendu ce public pendant des années. Un mariage est censé être un père qui donne sa fille, a-t-il dit. Mais que doit faire un homme quand la mariée pourrait être la fille d'une liaison? Quelqu'un a fait tomber une fourchette. Ma tante a couvert sa bouche. Un de ses amis d'affaires a fixé son verre de vin comme s'il pouvait disparaître à l'intérieur. Noah a reculé sa chaise, mais j'ai posé une main sur son bras. Mon père voulait que j'explose. Il voulait des larmes, des cris, la preuve que j'étais la personne instable. Il voulait que je me rende coupable devant des gens qui avaient passé des années à se demander s'il avait raison. Au lieu de cela, je me suis levé lentement,
j'ai marché jusqu'à ma mère et je lui ai tendu la main. Maman, ai-je dit, viens prendre l'air avec moi. Ses yeux se sont remplis de larmes instantanément, non pas parce qu'elle était faible, mais parce que pour une fois, quelqu'un avait interrompu la représentation avant qu'il n'ait fini de la briser. Elle a pris ma main et nous sommes sortis pendant que mon père restait planté là, le verre levé, soudain moins puissant sans notre douleur pour le nourrir. Le couloir à l'extérieur de la salle privée était silencieux, à l'exception de la respiration de ma mère. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était désolée, comme si elle avait écrit le discours elle-même. Je lui ai dit d'arrêter de s'excuser pour sa cruauté. Dans le parking, ma grand-mère, June Albrecht, nous a rattrapés. Elle avait 79 ans, petite, élégante et plus vive que quiconque ne le pensait. « Harper » a-t-elle dit. « Il y a quelque chose à propos de la nuit de ta naissance. » Ma mère s'est immobilisée d'une manière qui m'a effrayé. Grand-mère a regardé par-dessus son épaule, puis a baissé la voix. Le centre médical de Desert Valley a perdu le courant pendant cette tempête de mousson. La pouponnière a été déplacée. Je me souviens d'une infirmière qui t'a amené tard, terrifiée, comme si elle avait vu un fantôme. Ses mains tremblaient tellement que j'ai cru qu'elle allait te faire tomber. Son nom était Hélène Voss. Je n'ai jamais oublié son visage. Ma mère a pressé une main contre sa poitrine. Le certificat de naissance indique 12.18, a-t-elle murmuré. Mais je me souviens de l'horloge. Je m'en souviens parce que j'ai crié sur ton père de la regarder au lieu de me regarder. Harper est né à 12.31, 13 minutes plus tard. Ma grand-mère a hoché la tête lentement. J'ai posé des questions par la suite, mais l'hôpital a continué à me dire que les nouvelles mères se souvenaient mal des détails. Ton père m'a dit d'arrêter de créer des drames. Je n'aurais pas dû arrêter. Toutes les trois nous sommes tenus là entre les voitures garées pendant que la circulation bourdonnait sous le bâtiment, et la fête d'anniversaire de mon père se poursuivait au-dessus de nous. Pour la première fois, son accusation ne semblait pas être le centre de l'histoire. Cela ressemblait à une distraction de quelque chose de beaucoup plus grand. 13 minutes, une tempête, une infirmière effrayée, un certificat de naissance qui ne correspondait pas à la mémoire de ma mère. C'était tout ce qu'il a fallu pour que la première faille apparaisse dans l'histoire que mon père racontait depuis 29 ans. Les résultats ADN sont arrivés un jeudi soir pendant que Noah terminait un rapport de sécurité à la table de la cuisine, et que je faisais semblant de regarder la télévision. J'avais passé toute la soirée à vérifier mes courriels toutes les quelques minutes, puis à faire semblant de ne pas l'avoir fait. Mon corps a su avant mon esprit. Quand mon téléphone a vibré, ma main est devenue froide. L'objet du message était si simple que c'en était cruel. Votre rapport de relation génétique est prêt. Noah a levé les yeux de son ordinateur portable et j'ai pu dire à son visage que le mien avait changé. Veux-tu que je sois à tes côtés, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête parce que je ne faisais pas confiance à ma voix. J'ai ouvert le fichier avec mon pouce tremblant contre l'écran. Le premier résultat était exactement ce que mon père avait attendu. Harper Reed a montré 0% de correspondance génétique avec Calvin Reed. J'ai fixé la ligne jusqu'à ce que les mots cessent de ressembler à de l'anglais. Noah se tenait derrière moi, une main sur mon épaule, mais je ne pouvais pas bouger. Je pensais m'être préparé à cette possibilité. Je pensais que la pire chose au monde serait d'apprendre que l'homme qui m'avait rejeté avait une raison biologique de le faire. Une raison terrible, mais quand même une raison qu'il utiliserait comme une couronne. Ensuite, j'ai fait défiler vers le bas. Harper Reed a montré 0% de correspondance génétique avec Marisol Reed. La pièce a basculé. Ma mère. Ma vraie mère. La femme qui me chantait des chansons pendant les orages, préparait mes déjeuners avec des petits mots à l'intérieur, me tenait quand je faisais des cauchemars, et encaissait chaque insulte que mon père dirigeait vers elle parce qu'elle refusait de me laisser l'affronter seule. 0%. J'ai appelé le laboratoire avant même de réaliser que je pleurais. Le technicien était poli, prudent et ferme. Les échantillons n'étaient pas contaminés. Les identifiants étaient corrects. Les tests avaient été effectués 2 fois dans le cadre du contrôle qualité. Les résultats étaient concluants. Je n'étais biologiquement lié à aucun des parents. Je me souviens d'avoir glissé sur le sol de la cuisine parce que mes genoux ont simplement abandonné. Noah s'est assis à côté de moi sans essayer d'expliquer ce qui ne pouvait pas être expliqué. Il a juste tenu ma main pendant que je murmurais, « Alors, qui suis-je » Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère quand je savais que mon père serait au travail.
Je me suis garé dehors pendant près de 10 minutes, essayant de décider comment remettre à une femme la preuve que le bébé qu'elle avait aimé pendant 29 ans ne venait pas de son corps. Elle a ouvert la porte dans sa robe de chambre, a vu mon visage et a dit, « Que s'est-il passé ?» Je lui ai tendu le rapport. Elle l'a lu une fois, puis une autre, puis a secoué la tête comme si refuser les mots pouvait les faire disparaître. « Non » a-t-elle murmuré. « Je t'ai porté. J'ai été en travail avec toi pendant 14 heures. Je t'ai tenu. Tu étais à moi. » Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai pris sa main. « Je te crois, » ai-je dit. Cela signifie que quelque chose s'est passé après que tu as accouché. Ses yeux se sont levés vers les miens et j'ai vu la même pensée arriver en nous deux. La tempête, la panne de courant, la mauvaise heure sur le certificat de naissance, l'infirmière effrayée, les 13 minutes manquantes. Ma mère s'est levée soudainement et est allée vers un meuble où elle gardait d'anciens dossiers dans des chemises soignées. Elle a sorti mes dossiers de bébé, mon bracelet d'hôpital, mes papiers de sortie, chaque document qu'elle avait conservé parce que ma grand-mère lui avait dit un jour de ne jamais les jeter. Ses mains tremblaient alors qu'elle les étalait sur la table. Il y avait de minuscules incohérences que nous n'avions jamais remarquées. Une heure modifiée à un endroit mais pas à un autre. La signature d'une infirmière qui apparaissait sur 2 pages distinctes. Une note de repas qui ne correspondait pas à ce dont ma mère se souvenait. Ce n'étaient pas des preuves en soi, mais ensemble, cela ressemblait à des empreintes digitales laissées par un mensonge. Nous étions encore assises là quand Brox est passé à l'improviste pour le déjeuner. Il a vu le rapport sur la table basse avant que je ne puisse le cacher. Ses yeux sont allés directement à la ligne concernant Calvin. Il n'a pas fait défiler vers le bas. Il n'a pas posé de questions sur notre mère. Il a juste pâli et a dit, « Papa doit savoir. » Je lui ai dit non. Mais Brox avait été entraîné toute sa vie à faire un rapport au roi. Le soir, mon père ne savait que la partie qu'il voulait savoir. Il ne savait pas que j'avais aussi testé ma mère. Il savait seulement que j'étais à 0% sienne, et c'était suffisant pour qu'il se déclare vainqueur. Cette nuit-là, il a envoyé un courriel à presque tous les parents que nous avions, plus de 50 personnes, avec l'objet « La vérité sur Harper ». Il a écrit qu'il avait porté le fardeau de la trahison pendant 29 ans. Il a écrit que ma mère avait finalement été démasquée. Il a joint une photo de mon enfance entre lui et Brox. Mes cheveux roux brillants comme un signal d'alarme avec une phrase en dessous. Regardez-la et dites-moi que c'est une ride. Mon téléphone a explosé de messages. Certains proches ont demandé si j'allais bien. D'autres ont posé des questions déguisées en inquiétude. Un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis des années a écrit « Je suppose que ton père avait raison ». Ma mère a lu le courriel et n'a pas pleuré. Cela m'a fait plus peur que des larmes. Elle a simplement croisé les mains sur ses genoux et a dit « Trouve l'infirmière ». À ce moment-là, quelque chose a changé en elle. Pendant 29 ans, elle s'était défendue contre la suspicion. Maintenant, elle était prête à chasser la vérité. Hélène Voss ne voulait pas être trouvée. Le premier numéro que j'ai appelé était déconnecté. Le deuxième appartenait à sa fille qui a dit que sa mère ne parlait pas de ses années au centre médical de Desert Valley et n'aimait pas être contactée par des étrangers. Le troisième numéro a sonné 6 fois avant qu'une femme âgée ne réponde avec un allô prudent. J'ai dit mon nom, ma date de naissance et l'hôpital où j'étais né. La ligne est devenue si silencieuse que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis elle a dit « Je ne peux pas vous aider » et a mis fin à l'appel. Ce n'était pas de la confusion dans sa voix. C'était de la peur. Cette peur m'en a dit plus que n'importe quelle réponse ne l'aurait pu. J'ai rappelé le lendemain. Pas de réponse. J'ai laissé un message, puis un autre. Je lui ai dit que ma mère avait souffert pendant des décennies à cause de quelque chose qui aurait pu se passer dans cet hôpital. Je lui ai dit que mon père avait utilisé des résultats ADN pour accuser publiquement une femme innocente. Toujours rien. Au troisième message, j'ai cessé de ressembler à une fille confuse et j'ai commencé à ressembler à la comptable médico-légale que j'avais été formée à être. Madame Voss, j'ai des rapports ADN certifiés montrant que je n'étais biologiquement lié à aucun des parents qui m'ont ramené de Desert Valley. J'ai un certificat de naissance avec une heure qui ne correspond pas à la mémoire de ma mère. Et j'ai un témoin qui se souvient que vous avez agi de manière étrange cette nuit-là. Je n'appelle pas pour vous détruire. J'appelle parce que 2 familles ont déjà été détruites. Si vous ne me parlez pas,
mon prochain appel est pour un avocat. 4 heures plus tard, elle a envoyé par message une adresse pour un café à Tempe et a écrit 2 mots. Venez seul. Je ne suis pas venu seul. Noah a attendu sur le parking parce qu'à ce moment-là, je faisais confiance à la vérité mais pas aux étrangers. Le café était petit et calme, coincé entre une pharmacie et un pressing, le genre d'endroit où les retraités lisent les journaux et où personne ne s'attend à ce qu'une vie soit réécrite. Hélène était assise dans la cabine du fond avec les 2 mains enroulées autour d'une tasse de thé. Elle était dans les années 70, mince, pâle et tremblante avant même que je ne prononce un mot. Quand je me suis assise, elle m'a regardé et a commencé à pleurer. « Vous avez ses yeux » a-t-elle dit. Les yeux d'Elena. J'ai demandé qui était Elena, et elle a couvert sa bouche comme si le nom s'était échappé sans permission. Pendant un long moment, elle a regardé au-delà de moi, voyant peut-être un couloir d'hôpital d'il y a 29 ans au lieu d'un mur de café. Puis elle a ouvert un dossier usé et l'a fait glisser sur la table. À l'intérieur se trouvaient des notes de service photocopiées, une note d'incident effacée et une chronologie manuscrite de la nuit de la mousson. 2 petites filles sont nées à 13 minutes d'intervalle. L'une de Marisol Reed, l'autre d'Elena Torres. Lorsque le courant a été coupé, la pouponnière a été déplacée vers une salle temporaire près du service de récupération de la maternité. Les lumières d'urgence étaient allumées. Le personnel courait. Une infirmière en formation a retiré 2 bracelets d'identification pendant le nettoyage et les a remis sur les mauvais nourrissons. L'erreur a été découverte avant le lever du soleil. Je l'ai fixée. Alors pourquoi personne ne l'a réparé? Hélène a baissé les yeux et ses doigts ont appuyé si fort sur le papier que ses jointures sont devenues blanches. L'administrateur a dit que les 2 mères avaient déjà créé des liens. Il a dit que le fait d'échanger les bébés entraînerait des poursuites, des traumatismes, des gros titres. Il a dit que les dossiers pouvaient être corrigés discrètement et que personne ne devait jamais le savoir. Il nous a obligés à signer des accords, à menacer nos licences, à menacer nos pensions. J'étais jeune. J'avais peur. J'avais des enfants à nourrir. Sa voix s'est brisée. Je me suis dit que les bébés étaient en sécurité. Je me suis dit que les 2 mères les aimaient. Je me suis dit que le silence était peut-être plus bienveillant. Mais ce n'était pas de la bienveillance. C'était de la lâcheté. Je voulais la détester. Une partie de moi le faisait. Mais en face de moi, ce n'était pas une méchante assise fièrement dans son mensonge. C'était une vieille femme écrasée par lui. Est-ce que ma mère s'est déjà doutée de quelque chose, ai-je demandé. Votre grand-mère a posé des questions, a dit Hélène. Elle a appelé 2 fois. L'hôpital l'a qualifiée d'émotionnelle et de difficile. Ils nous ont dit de ne pas répondre. Hélène a sorti une page de plus. En bas se trouvait un nom écrit soigneusement à l'encre bleue. Maya Torres, la fille qui est rentrée chez elle avec Elena. La fille qui, par le sang, appartenait à ma mère et à mon père. Hélène a ensuite pris une enveloppe dans son sac à main. À l'intérieur se trouvait une déclaration signée qu'elle avait déjà préparée. Je suis vieille, a-t-elle dit. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je peux arrêter de me cacher. Utilisez-la si vous en avez besoin. Je suis sorti de ce café avec le nom d'une autre femme dans ma main et la terrible certitude que mon père avait passé 29 ans à accuser la mauvaise personne alors que le vrai mensonge reposait en sécurité entre les murs de l'hôpital. Trouver Maya Torres a été plus facile que de décider comment le lui dire. Elle était orthophoniste pédiatrique à Tucson, avec une photo professionnelle chaleureuse en ligne et un sourire qui semblait douloureusement familier. Non pas parce qu'elle me ressemblait. Ce n'était pas le cas. Elle avait des cheveux bruns, des yeux marrons, et la mâchoire des rides que j'avais vues sur Brox toute ma vie. Elle ressemblait à la fille que mon père avait cherchée sans savoir qu'elle existait. J'ai passé une soirée entière à fixer son profil, essayant d'imaginer à quoi avait ressemblé sa vie. Avait-elle une mère qui lui tressait les cheveux avant l'école? Avait-elle un père qui applaudissait aux remises de diplômes? S'était-elle déjà sentie comme une invitée dans sa propre famille, comme moi? Noah m'a trouvé à minuit, mon ordinateur portable ouvert et mes mains figées au-dessus du clavier. Tu ne peux pas la protéger de la vérité en la lui cachant, a-t-il dit doucement. Je savais qu'il avait raison, mais je détestais que le fait d'avoir raison ne rende pas les choses moins cruelles. J'ai écrit le message 17 fois avant de l'envoyer. Je lui ai dit mon nom, ma date de naissance, l'hôpital, la tempête, les résultats ADN et Hélène Voss. Je lui ai dit que je ne demandais ni argent,
ni attention, ni une place dans sa vie. Je lui ai dit que j'étais désolé de remettre cette vérité entre ses mains, mais qu'elle méritait de la connaître avant que quiconque ne l'utilise à ses propres fins. Elle a répondu la nuit suivante avec une seule phrase. S'il vous plaît, dites-moi que ce n'est pas une arnaque. Nous avons parlé en vidéo pendant près de 3 heures. Au début, elle était sur la réserve, ce que j'ai respecté. Puis elle a commencé à poser des questions qu'aucun étranger ne poserait à moins qu'elle n'ait aussi attendu des réponses. Est-ce que votre famille a déjà dit que vous aviez l'air de ne pas être à votre place, a-t-elle demandé. J'ai ri une fois, amèrement. Chaque semaine de ma vie. Maya s'est essuyé les yeux et a dit que son père, l'homme qui l'avait élevée, avait l'habitude de plaisanter en disant que l'hôpital avait dû leur donner le mauvais bébé parce qu'elle ne ressemblait en rien à la famille Torres. Ils en avaient ri pendant des années. Aucun d'entre eux ne savait que la blague était une confession de l'univers. Elle m'a parlé d'Elena Torres, la femme qui l'avait élevée. Elena possédait une petite boulangerie à Tucson et avait aimé Maya farouchement. Elle m'a parlé du père qui l'avait élevée, un gentil mécanicien nommé Raphaël, qui était décédé 2 ans plus tôt. Il n'avait jamais su la vérité. Cela m'a blessé d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Mon père biologique avait passé ma vie à me rejeter. Le père non biologique de Maya l'avait apparemment aimé sans avoir besoin de preuves. Maya a accepté un test ADN légal, mais elle a mis une chose au clair. Je ne suis pas prête à rencontrer ton père, a-t-elle dit. Pas s'il t'a traité comme cela. Je ne l'ai pas corrigé lorsqu'elle l'a appelé mon père. La biologie avait déjà rendu tout assez compliqué. 10 jours plus tard, les résultats sont revenus. Maya Torres avait une correspondance génétique de 99,9% avec Calvin Reed et Marisol Reed. La fille biologique de ma mère vivait à 2 heures de route depuis 29 ans. Quand j'ai montré le rapport à ma mère, elle l'a pressé contre sa poitrine et a sangloté d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Pas seulement du chagrin, pas seulement de la joie, quelque chose de plus ancien que les deux. Elle a murmuré le nom de Maya encore et encore comme si elle avait peur qu'il ne disparaisse. Puis elle a posé la question dont j'avais peur. Est-ce qu'elle me déteste? Non, ai-je dit. Elle ne te connaît pas encore. Ce sont des choses différentes. Après cela, j'ai construit la vérité comme un dossier juridique. Mon rapport ADN, le rapport ADN de Maya, la déclaration notariée d'Hélène, des copies des notes de service, le courriel de mon père accusant ma mère, des captures d'écran du groupe familial où les proches avaient chuchoté, posé des questions et jugé. J'ai fait des copies numériques, des copies imprimées et un dossier pour l'avocat que Noam m'avait aidé à contacter. J'ai aussi invité Maya au dîner de répétition, mais j'ai promis qu'elle pourrait partir à tout moment. C'était aussi sa vérité, pas seulement la mienne. Noam a regardé tout organisé dans un dossier et m'a demandé si j'étais sûr de vouloir le révéler là-bas. Une fois que tu auras fait cela, a-t-il dit, il n'y aura pas de version discrète par la suite. J'ai regardé le courriel imprimé que mon père avait envoyé à 50 personnes. Il n'a pas choisi la discrétion lorsqu'il a humilié ma mère, ai-je dit. Il n'obtient pas la discrétion lorsqu'elle est innocentée. Ma grand-mère June était d'accord. Elle disait que les hommes comme Calvin ne craignaient que 2 choses, perdre le contrôle et perdre un public. Au dîner de répétition, ils perdraient les 2. Le dîner de répétition a eu lieu dans un complexe hôtelier à Sedona avec des vues sur les roches rouges, des nappes blanches et 60 invités qui pensaient être là pour célébrer un mariage. Mon père est entré comme un homme arrivant à sa propre parade de victoire. Il portait un costume anthracite, serrait la main des parents et acceptait les regards compatissants des gens qui croyaient qu'il avait été le mari blessé depuis le début. Ma mère est arrivée avec ma grand-mère, se tenant plus droite que je ne l'avais vue se tenir depuis des années. Maya attendait dans une salle privée près de l'entrée arrière avec Hélène Voss et Noah, car je voulais que la vérité entre au moment exact où mon père pensait contrôler la salle. Au milieu du dîner, il a tapoté son verre et a demandé l'attention de tous. Je connaissais ce sourire. Je l'avais déjà vu. Chaque cruauté publique qu'il déguisait en honnêteté. Il a dit que les mariages étaient une question de famille, de confiance et de vérité. Puis il m'a regardé et a dit, Harper a les résultats ADN depuis un moment maintenant, et je pense que tout le monde mérite de savoir pourquoi elle les a cachés. Quelques invités ont bougé inconfortablement. Ma mère a fermé les yeux. Je me suis levé avant qu'il ne puisse continuer. Tu as raison, ai-je dit en marchant vers lui. Tout le monde mérite la vérité. Il a tenu le microphone plus fermement,
mais j'ai tendu la main vers lui, et après une seconde de surprise, il m'a laissé le prendre. Je me suis tourné vers la salle. Le premier rapport ADN indique que je ne suis pas la fille biologique de Calvin Reed. Une vague de murmures a traversé les tables. La bouche de mon père s'est courbée en un début de sourire, j'ai continué. Le même rapport indique que je ne suis pas non plus la fille biologique de Marisol Reed. Le sourire a disparu. J'ai cliqué sur la télécommande dans ma main et l'écran derrière nous s'est illuminé avec le rapport du laboratoire. Puis j'ai dit, ma mère n'a trahi personne. Un hôpital l'a fait. J'ai fait un signe de tête vers la porte arrière. Maya est entrée. La pièce a changé instantanément. Ce n'était pas seulement le silence. C'était la reconnaissance. Elle avait la mâchoire de mon père, les yeux de mon frère, les mains de ma mère. Mon père la regardait comme si le passé était sorti d'une pièce verrouillée. Voici Maya Torres, ai-je dit. Elle est née au centre médical de Desert Valley 13 minutes avant moi pendant la panne de courant de la mousson. Son ADN montre une correspondance de 99,9% avec Calvin et Marisol Reed. Elle est leur fille biologique. Quelqu'un a halté. Brock s'est levé si vite que sa chaise est presque tombée. Mon père a regardé de Maya à l'écran puis à ma mère, et son visage s'est vidé de chaque once d'arrogance que j'avais toujours détestée. Hélène s'est alors avancée, petite et tremblante, mais sa voix portait. J'étais l'infirmière de service. Les bébés ont été échangés après le déplacement de la pouponnière. L'hôpital l'a su avant le matin. Ils nous ont ordonné de garder le silence. Madame Reed n'a jamais eu de liaison. Elle n'a jamais menti. Calvin a titubé en arrière comme si les mots l'avaient frappé à la poitrine. Puis il a murmuré, non. Pourquoi? Pourquoi cela arriverait-il? Je l'ai regardé et j'ai dit, l'échange s'est produit parce qu'un hôpital a fait une erreur. Mais ce que tu nous as fait pendant 29 ans n'était pas une erreur. C'était un choix. Ses genoux ont lâché. L'homme qui m'avait un jour appelé la fille d'une liaison devant des proches était soudain à genoux devant eux tous, pleurant dans ses mains. Personne ne s'est précipité pour l'aider. Ni Brox, ni moi, ni même ma mère. Elle s'est avancée lentement et l'a regardé de haut avec le visage le plus calme que j'ai jamais vu. Tu me dois des excuses devant tout le monde ici, a-t-elle dit. Ensuite tu en dois une dans le groupe familial où tu m'as humilié. Et après cela, tu en dois une à Harper pour chaque année où tu l'as fait se sentir indésirable. Il a essayé de parler, mais seuls des sons brisés sont sortis. Maya se tenait à côté de moi, pleurant, mais ferme. Quand il a tendu une main vers elle, elle a reculé. Je suis ta fille par le sang, a-t-elle dit. Mais je ne sais pas si tu mérites d'être mon père. Cette phrase l'a blessé plus que n'importe quel cri ne l'aurait pu. Les jours qui ont suivi ont été brutaux pour lui. Son conseil d'administration caritatif lui a demandé de se retirer. 2 partenaires commerciaux ont suspendu leur contrat après la propagation du scandale du courriel. Ma mère a emménagé dans la maison d'amis de ma grand-mère et lui a dit que la séparation n'était pas une punition. C'était de la survie. Il a payé tout le mariage, remboursé une partie de ma dette étudiante, créé un fonds pour les conseils et les frais juridiques des 2 familles, et a publié les excuses publiques que ma mère avait exigées. Mais l'argent n'a pas effacé les dégâts. À mon mariage, il s'est assis au 2e rang. Ma mère m'a accompagné à l'hôtel. Elle méritait ce moment plus que quiconque. Maya est venue aussi, non pas comme une sœur de remplacement, mais comme une femme dont la vie avait été volée dans le même accident qui avait volé la mienne. Plus tard, les 2 familles ont poursuivi le centre médical de Desert Valley. Hélène a témoigné. D'anciens dossiers ont refait surface. L'hôpital a conclu un accord, s'est excusé publiquement et a modifié ses procédures d'identification des nouveau-nés. Nous ne l'avons pas fait seulement pour nous venger. Nous l'avons fait pour qu'aucune autre mère ne passe des décennies à aimer un enfant pendant qu'une autre institution cachait la vérité. Ce que j'ai appris est simple, mais il a fallu 29 ans pour le comprendre. L'ADN peut révéler le sang, mais il ne peut pas mesurer l'amour. La science peut corriger un dossier, mais elle ne peut pas excuser la cruauté. La confiance est un choix, et la suspicion sans preuve peut devenir une arme qui détruit des innocents. Mon père voulait la preuve que je lui appartenais. À la fin, il a prouvé autre chose. Une famille ne se construit pas seulement par le sang. Elle est construite par les personnes qui vous protègent, qui vous croient et qui choisissent la vérité même quand cela leur coûte tout.